La maison, ou oikos, était une demeure abritant une famille grecque et ses esclaves. Contrairement aux maisons modernes qui donnent sur l'extérieur, une maison grecque était orientée vers une cour intérieure. La cour était l'élément central de la demeure. Elle était la source principale de lumière du jour et contenait les autels consacrés aux dévotions. Le bâtiment contenait les pièces habituelles: chambre à coucher, réserve, cuisine et pièces à vivre. C'était généralement les femmes qui s'occupaient de la maisonnée, une responsabilité qui s'appelait en grec oikonomia et qui a inspiré le mot économie. Pour des gens aussi extravertis que les Grecs, le foyer était un refuge. En cet endroit, ils échappaient aux exigences de la vie de la cité pour jouir des plaisirs simples de la vie en famille. Mais les belles maisons étaient rares dans l'Athènes du siècle de Périclès. Beaucoup ressemblaient plutôt à des taudis, et la plupart étaient trop exigus pour permettre le luxe d'installations sanitaires. On commence par les pauvres logis creusés dans le roc. D'autres demeures sont seulement adossées aux parois du roc entaillé à vif, ou installées sur de petites terrasses obtenues par nivellement. Dans les quartiers populaires, la plupart des maisons étaient fort petites et formées seulement d'un rez-de-chaussée avec 2 ou 3 pièces exiguës. Lorsqu'elles possédaient un étage avec 1 ou 2 chambres, on y accédait souvent par un escalier extérieur en bois. Ces mansardes pouvaient être louées à de pauvres campagnards ou à des étrangers qui désiraient avoir un pied-à-terre en ville. Les murs de ces maisons étaient en bois, en briques crues ou en cailloux agglutinés par un mortier fait de terre délayée. Ils étaient tellement faciles à percer que les voleurs ne se donnaient pas la peine de chercher à forcer les portes et les fenêtres. Ils préféraient faire un trou à travers ces minces cloisons, si bien que les cambrioleurs à Athènes étaient appelés les perce-murailles. La proportion des maisons dont on distingue des traces à Athènes sont toujours exiguës. Les portes, nous dit Plutarque, s'ouvraient sur le dehors et l'on frappait avant de sortir, afin d'épargner aux passants le désagrément d'être heurté par une porte brusquement ouverte. Les toits étaient en terrasse, les fenêtres, lorsqu'elles existaient, étaient nécessairement fort petites, de la dimension de simples lucarnes, puisque les anciens ignoraient l'usage des vitres transparentes. Si, par mauvais temps, l'on voulait obstruer les fenêtres, on ne pouvait le faire qu'au moyen de panneaux opaques. Sur les 10 000 maisons que comptait approximativement Xénophon dans l'Athènes de son temps, s'il est certain que la plupart ressemblaient aux pauvres logis que nous venons de décrire, d'autres, surtout dans les quartiers résidentiels, devaient être plus confortables. On a retrouvé à Olynte des maisons privées grandes et luxueuses qui datent du IVe siècle. Les mieux conservées ont un plan d'ensemble à peu près complètement carré. Toutes les pièces s'ouvrent, non pas sur la rue, mais sur un portique intérieur, faisant suite à une cour, précédée d'un vestibule. Cette disposition annonce déjà les maisons à péristyle intérieur des époques hellénistiques et romaines. Certaines pièces des demeures grecques étaient réservées aux femmes et aux esclaves féminines. On les appelait gynéikon ou gynécées. Le gynécée était séparé de la partie de la maison réservée aux hommes, l'androne, par une porte robuste et se trouvait souvent dans les étages supérieurs. Les hommes organisaient souvent des réunions pour boire, on n'ose à peine parler de beuverie. Les femmes, de leur côté, demeuraient dans leur portion pour y mener des activités telles que soigner leur apparence, s'occuper des enfants, filer, tisser et jouer de la musique.